Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand sujet, les origines des Almoravides. Cette dynastie qui a complètement redessiné la carte de l'Afrique du Nord et de l'Espagne. Mais est-ce que l'histoire qu'on nous raconte est vraiment la bonne? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, la question qui fâche, est-ce que la dynastie almoravide est vraiment née à Chinguetti, au fin fond du désert de la Mauritanie actuelle? C'est la version officielle, celle qu'on entend le plus souvent. Mais quand on creuse un peu, les archives, elles, semblent nous raconter quelque chose de bien différent. Allez, c'est parti, on plonge dans cette enquête. Avant toute chose, il faut qu'on soit au clair sur un point essentiel. Il y a une différence fondamentale entre ce qu'on appelle la riwaya et le tarikh. La riwaya, c'est le récit, la narration, l'histoire qu'on se transmet, parfois embellie, parfois écrite par des rivaux bien des années plus tard. Le tarikh, c'est l'histoire, avec un grand H, une discipline critique qui s'appuie sur des méthodes. Et vous allez voir, cette distinction est absolument capitale pour comprendre l'origine des Almoravides. Commençons donc par analyser la source historique. On va se pencher sur le texte qui est vraiment à l'origine de ce récit populaire, celui de l'historien Ibn Dari al-Marrakouchi. Et là, regardez bien cette chronologie, c'est très parlant. Le mouvement almoravide démarre autour de 422 de l'Hégire. Un certain al-Bakri écrit à cette époque, il est donc contemporain des faits. Mais Ibn Dari, lui, il écrit en 706, c'est-à-dire près de 300 ans plus tard. Ce n'est donc pas un témoin direct, c'est ce qu'on appelle une source secondaire. Alors, comment on fait pour savoir si une source aussi tardive est fiable? Eh bien, on vérifie ses propres sources, on remonte le fil. Heureusement, Ibn Dari cite des auteurs qui, eux, ont vécu à l'époque des Almoravides. Et sa source clé, c'est Al-Bakri, qui écrivait, comme on l'a vu, en plein dans le Nil. C'est lui notre fil d'Ariane, notre clé pour démêler le vrai du faux. Maintenant, attaquons-nous à ce fameux récit populaire. On va le déconstruire un peu et voir où justement ça commence à coincer. L'histoire, telle qu'on la connaît, commence avec Yahya ibn Ibrahim. C'est un chef de la tribu amazigh des Goudala. Il revient de son pèlerinage à la Mecque et sur le chemin du retour, il fait une halte importante à Kairouan, en Tunisie actuelle. C'est là qu'il va rencontrer un savant très respecté, Abi Imran al-Fassi. Le savant lui pose des questions sur son peuple et la réponse de Yahya est fascinante. Il dit « Nous n'avons aucune connaissance car nous sommes dans le Sahara, coupés du monde. Seuls quelques commerçants ignorants nous atteignent. » Vous entendez? Quelques commerçants. C'est un détail, mais un détail crucial. Ça ne colle pas vraiment avec l'image d'un isolement total au milieu de nulle part. Ça suggère plutôt la présence d'une route commerciale. Et ça nous amène à un autre indice, le mot Sahara lui-même. Aujourd'hui, on pense tout de suite au désert de sable, aux dunes. Mais en arabe classique, as-Sahra, ça veut dire l'espace vide, un endroit peu peuplé. Ça pouvait tout à fait désigner des plaines, comme celles qu'on trouve près du Souss au Maroc. Le sens des mots change, et ça, c'est un piège pour l'historien. Plus loin dans le récit d'Ibn Izari, on nous parle d'un opposant au grand leader almoravide, Abdallah ibn Yassin. Et le nom de cet opposant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est un exemple parfait de ce qu'on pourrait appeler le téléphone arabe de l'histoire. Regardez bien ça. Chez al-Bakri, le contemporain, l'homme s'appelle Sakam. C'est un nom purement amazigh, et chez Ibn Dari, 3 siècles plus tard, il est devenu Al-Jawar ibn Suhaym, un nom complètement arabisé. C'est flagrant. On voit ici comment le récit a été modifié, adapté, pour coller à une autre réalité culturelle. L'identité même du personnage a été transformée. Bon, on voit bien que le récit populaire a ses failles. Et si la vérité était ailleurs, si le mouvement almoravide n'était pas un réveil spirituel spontané au milieu du désert, mais plutôt un projet stratégique, mûrement réfléchi? Alors, qui sont les architectes de cet État? On peut identifier 3 figures clés. D'abord, le stratège, Abi Imran al-Fassi, à Kairouan. C'est lui qui identifie le besoin d'un pouvoir sunnite fort à l'ouest. Ensuite, l'organisateur, Wagak ibn Zallou al-Lamti, dans la région du Souss au Maroc, qui est un élève d'al-Fassi. Et enfin, l'exécuteur, l'homme de terrain, Abdallah ibn Yassin, chargé d'unir les tribus amazirs. On est loin d'une naissance spontanée, c'est un projet politique bien réel. Mais pourquoi un tel projet? Il faut comprendre le contexte de l'époque. C'était le chaos. En Al-Andalus, c'était la division des royaumes des Taïfas, très affaiblis face à la reconquête chrétienne. Au Maghreb, c'était le désordre, les guerres tribales. Et à l'est, il y avait la menace du puissant califat chiite des Fatimides. Leur projet, c'était une réponse à cette triple crise. Il fallait unifier et consolider. La conclusion s'impose donc peu à peu. Mais alors, si ce n'est pas Chinguetti, quel est le véritable berceau de la dynastie?
Pour ça, il faut écouter ce que nous disent les géographes de l'époque. Et là, les sources sont unanimes. Al-Himyari, Ibn Abizar, Al-Idrissi, tous ces grands noms de la géographie médiévale placent les tribus au cœur du mouvement, les Lamtouna et les Goudala, dans le sud du Maroc, entre la vallée du Souss et la rivière Sagia El Amra. Pas en Mauritanie, les textes sont formels. Ce qui change complètement la perspective. L'État almoravide n'est pas né d'un élan mystique dans le grand vide du désert. C'est un projet sophistiqué, une construction politique et intellectuelle, née de la vision stratégique d'érudits amazirs, bien ancrée dans le sud du Maroc, qui était un véritable carrefour économique et culturel. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Le fait de distinguer le récit de l'histoire qu'on raconte de celle qu'on analyse, ça nous oblige à nous poser une question fondamentale. Quelles autres pages de notre histoire mériteraient d'être relues avec ce même œil critique? Quels autres grands récits avons-nous peut-être acceptés un peu trop vite?